Bonjour et bienvenue à notre webinaire du 10 février sur un thème qui va vous interpeller, qui nous interpelle tous, bien vivre ces trois vies citoyennes, professionnelles et personnelles. Voilà, nous sommes 280 participants, 280 inscrits. N'hésitez pas sur le chat de dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Voilà. Je vois que Yannick est en train d'écrire. Yannick qui est de Figueras. Bonjour à nos amis catalans. Voilà, ça marche. Bonjour à vous tous. Donc apparemment, le son est bon. L'image est bonne. Merci à nos amis de Casablanca. Voilà, c'est sympa. Bonjour à vous tous. Voilà, donc ce webinaire, nous serons trois à l'animer. Ludivine Remier. Salut Ludivine. Bonjour. Voilà. Nicolas Desmoulins. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Voilà, comme ça on teste le son de tout le monde et on permet à tous les petits retardataires de nous rejoindre. Voilà. Donc on a 3/4 d'heure à passer ensemble, peut-être 1 heure s'il y a beaucoup de questions et s'il y a beaucoup de réactions. Mais bien sûr, toutes les questions et tous les témoignages, toutes les suggestions sont les bienvenus. Voilà, je vois que le nombre de participants augmente régulièrement. Voilà. Alors, donc, le plan de notre webinaire, très simple, les trois vies, la vie en tant que professionnel, la vie en tant qu'humain et la vie en tant que citoyen. Et nous sommes donc trois à nous partager cette présentation. Moi, je vais insister sur le côté professionnel. Le côté humain, ça sera Ludivine qui va nous en parler. Et le côté citoyen, ça sera notre député, donc Nicolas Desmoulins, qui est donc député de l'Hérault, qui va nous en parler. Donc, qui mieux qu'un élu politique peut nous parler du côté citoyenneté. Voilà, comment on vit notre vie de citoyen. Voilà, donc le nombre de participants augmente. Je crois que l'on peut démarrer officiellement. Voilà. Donc, je me présente très rapidement. Donc, moi, j'ai créé le Florian Mentionne Institut en 1976, donc ça fait quelques bonnes années que je sévis dans le domaine des ressources humaines en apportant la palette complète dans le domaine des ressources humaines, c'est-à-dire aussi bien du conseil en recrutement que de la formation, que des bilans de compétences, que de l'outplacement, que du coaching. Voilà. On s'intéresse aux hommes et aux femmes qui rentrent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise et qui sortent de l'entreprise. Voilà. Marié, 2 enfants, 4 petits-enfants, vous savez tout sur moi. Si je suis Lion, ascendant Sagittaire, si ça vous intéresse. Voilà. Voilà pour la présentation rapide. Et nous passons à Ludivine. Ludivine, on t'écoute. Merci Florian. Donc moi, je suis Ludivine Remier. Je suis la fondatrice du VIProgramme. Alors le VIProgramme, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de coaching bien-être et santé. On le verra qui est à la fois digital, mais aussi sur site. Et donc, mon expérience professionnelle, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le bien-être et la santé. J'ai un bac+5 au départ en management, mais surtout, j'ai un diplôme de thérapeute en psychoneuroimmunologie que j'ai suivi au Simonton Cancer Center à Lausanne. Voilà. Et on verra justement que c'est une des raisons qui m'a poussée à monter ce VIProgramme et à m'occuper du bien-être des gens et de leur santé parce qu'on le voit tous, c'est un sujet qui est très important. Ok, merci. On passe à notre député, à Nicolas. Merci Florian. Écoute, quand je vois mon parcours, il est un peu court, hein, riche mais court. Nicolas Desmoulins, donc je suis député de la 8e circonscription de l'Hérault, qui comprend une partie de Montpellier et qui va jusqu'à Frontignan. J'ai créé en 1994, donc à 22 ans, ma petite entreprise et que j'ai dirigée pendant 22 ans et j'ai décidé en 2017 de me lancer en politique et j'ai eu l'opportunité donc de me présenter et d'être élu en 2017 et j'aimerais partager avec vous cette expérience intense et passionnante. Donc, tu fais partie des élus de la société civile, on va dire, en fait. Hein. Exactement. Voilà. Donc, ton témoignage sera encore plus intéressant. Il sera impartial et neutre. Voilà. Donc, voilà pour les trois présentations. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première partie de notre webinaire, notre vie en tant que professionnel. Pourquoi? Parce que le professionnel, c'est un acteur de sa vie personnelle au travers de son travail. Voilà. Donc, on doit se poser un certain nombre de questions quand on parle vie professionnelle. D'une part, le projet professionnel. Alors, c'est sûr qu'un projet professionnel, il est surtout important pour un jeune,
qui démarre, qui doit choisir des études, et qui va se lancer dans la vie active. Mais c'est également un projet professionnel est intéressant pour toute personne travaillant déjà dans l'entreprise. Ou même un homme politique. On verra comment Nicolas parlera de son projet professionnel. Donc, un projet professionnel pour faire quoi, qu'est-ce que l'on va faire, pourquoi on va le faire, quelles sont nos motivations, comment on va le faire, quels sont les moyens dont on dispose, quelle est notre influence, et où le faire, ce projet professionnel, où le réaliser en France, à l'étranger, dans une petite entreprise ou dans une grosse entreprise. On doit choisir des études. C'est vrai que le choix des études est bien sûr en fonction de ce projet professionnel que l'on doit avoir, mais il est également en fonction de sa famille, de son environnement amical, tout le reste en fait. Et le choix du premier emploi, il va sûrement conditionner notre carrière, même si après on peut bien évoluer. Mais pour un jeune diplômé qui cherche et qui trouve un premier emploi, ce premier job est fondamental pour la suite. Donc, toujours avoir un projet professionnel. On pense tous à Sénèque, qui disait « Il n'y a de bon vent pour celui qui ne sait ni d'où il vient, ni où il va ». Bon, c'est classique, mais c'est toujours d'actualité. Donc, 1, projet professionnel. 2, l'itinéraire professionnel. Comment va-t-on évoluer? On va évoluer dans une entreprise qui a une image, qui donne des opportunités de carrière, et il y a sûrement une conjonction entre l'image de l'entreprise et sa propre personnalité. Travailler chez McDo ou travailler chez Rothschild, je prends 2 exemples extrêmes, montre bien que forcément, on va projeter l'image à l'extérieur. Et nous-mêmes, on va s'incarner dans une entreprise. Donc, l'image de l'entreprise a son importance. Il y a eu le travail, bien sûr, Paris, la province, tout ce que vous voulez. Il y a bien sûr la fonction que l'on va exercer. Alors, la fonction que l'on exerce, en France, on sacralise le côté management. On sacralise le manager, au détriment souvent de l'expert. Et moi, je trouve qu'on n'a pas à opposer expert avec manager. Moi, je pense que l'on doit exercer un job en fonction de sa propre personnalité, de son échelle de valeur, de son expérience. On ne doit pas céder à la pression des gens qui vous disent « Tu animes combien de personnes? 5 personnes? 100 personnes? 1000 personnes ?» Voilà, moi j'ai une plus grosse que la tienne en fait. Donc, voilà. C'est très français ça. Je pense qu'on peut faire une très belle carrière professionnelle en tant qu'expert, dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la formation. Donc, on n'a pas à opposer les deux en fait, mais on doit bien réfléchir et on ne doit pas se laisser imposer des idées par les autres. La rémunération, est-ce que c'est important ou pas important? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans un métier encore plus important que la rémunération? Là, encore une fois, il n'y a que des réponses individuelles. Ce que je fais, c'est que je ne fais que lister des éléments pour lesquels on doit avoir nous-mêmes notre propre réponse. Et il est important de maîtriser son itinéraire professionnel et plutôt que de le subir. Voilà. On verra le témoignage de Nicolas tout à l'heure qui nous montre que il s'impose à une conduite de vie. Ça serait intéressant qu'il nous le dise. Donc la rémunération, la formation, c'est tout au long de sa carrière, heureusement. Et puis il y a les activités extra-professionnelles. Je crois que la vie associative apporte beaucoup dans la constitution d'une personnalité, d'un comportement. On va s'enrichir dans la vie associative. Et puis une carrière professionnelle n'est jamais linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, dernier point avant de passer la parole à Ludivine. Moi, souvent, en tant que conseil en recrutement, j'ai entendu dire des candidats je fais bien la part des choses entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je ne pense pas qu'on puisse saucissonner sa vie en vie personnelle et vie professionnelle. C'est tellement imbriqué. À son boulot, on va penser à des choses personnelles et le week-end, on va penser à son boulot. Ça me semble évident. Il y a une interaction. On verra comment Ludivine va réagir par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une vie et avec des éléments imbriqués l'un dans l'autre. Ce qu'il faut en revanche, c'est donner du sens à sa vie. C'est important.
Si je suis caissier, si je m'imagine toute ma vie en train de passer des objets devant un scanner, peut-être qu'elle va se flinguer. En revanche, si en tant que caissier, je me dis que je rends service à mes clients, que je donne une certaine image de marque de mon magasin, que je suis utile à quelque chose, je donne du sens à ma vie professionnelle, d'une part, et puis ma vie personnelle, d'autre part. Donc, donner du sens à sa vie, c'est indispensable. Encore faut-il y réfléchir et avoir un axe. Et enfin, je crois que le côté aider les autres, se rendre utile, est fondamental pour enrichir sa vie. Voilà comment on peut vivre intensément sa vie si on respecte ces trois éléments-là. Voilà, j'ai planté le décor. Donc, premier style de vie, c'est la vie en tant que professionnel. Et puis après, donc, il y a le second volet, et là, Ludivine va nous le détailler, il y a le côté humain. Alors, merci beaucoup Florian, parce que ça va être vraiment intéressant, je trouve, cette conférence, dans le sens où on va dire la même chose, mais avec 3 visions différentes. Effectivement, je vais complètement rejoindre ce que tu viens de dire au niveau, moi, de la vision humaine. Et vraiment, je reprends ce que tu dis, on n'est pas d'un côté un professionnel et de l'autre côté un humain. On est vraiment un tout. Et votre vie professionnelle et votre vie personnelle, elles sont interliées. Et à tel point d'ailleurs que j'ai des gens en coaching qui me disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas prendre cette promotion-là parce que déjà que je n'arrive pas à dormir. » Ils ne se posent pas la question « Est-ce que je suis compétent, est-ce que je ne suis pas compétent ?» Ils se posent juste la question de « Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur ma vie personnelle et sur ma santé, mais aussi sur ma vie personnelle avec ma famille, est-ce que je vais pouvoir avoir du temps ?» Donc, en fait, c'est vraiment important de bien prendre en compte que tout est lié. Votre vie personnelle et votre vie pro ne sont pas complètement hermétiques. Un deuxième point qui est important, l'idée, c'est que je vous présente des notions de ma vision du monde et de ce que je fais dans le programme. Et après, vous avez le droit de ne pas adhérer, je suis tout à fait d'accord aussi. Il faut vraiment savoir que votre corps et votre esprit interagissent en permanence. Pareil, on n'est pas la tête d'un côté et le corps de l'autre. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce à la médecine, qu'en fait, les deux sont vraiment liés. Et alors, pour vous donner un exemple de ça, c'est que 5 minutes de stress, c'est égal à 5 heures d'arrêt de votre système immunitaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long, mais en gros, dites-vous que ça fonctionne grâce à des hormones qui sont le cortisol et la noradrénaline, et que ça va travailler sur votre système nerveux autonome. Et qu'en fait, si vous voulez, ça aujourd'hui, c'est embêtant, mais c'est ce qui nous a sauvés à une époque, en fait. C'est ce qui nous a sauvés des mammouths. C'est parce qu'à un moment, vous aviez un réflexe qui était « Oula, soit je me bats, soit je me barre, en fait. » Et voilà. Et donc, votre corps, il fonctionne encore sur ce système reptilien qui n'est plus du tout adapté aujourd'hui. Mais c'est comme ça, et voilà. Après, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a juste 2 émotions universelles. C'est l'amour et c'est la peur. Alors, après, vous avez au-dessous de l'amour, vous avez l'affection, la passion, l'envie. Et de l'autre côté de la peur, vous allez retrouver l'agressivité, la dépression, voilà. En fait, tout ça, c'est juste des sous-sentiments, des sous-émotions de l'amour ou de la peur. Et on voit bien qu'en ce moment, on est complètement drivé par la peur, en fait. Et d'ailleurs, les politiques l'ont bien compris. On voit bien qu'il y a des gens qui font campagne sur la peur. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que la peur, ça a été, c'est ce qui nous drive. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des pro-vaccins, de l'autre côté, vous avez des anti-vax. Mais finalement, si vous réfléchissez bien, c'est quoi la différence entre les deux? C'est juste qu'ils ont peur, mais pas de la même chose. Il y en a un qui a peur de se faire injecter un truc dont il ne maîtrise pas le contenant, et il y en a un autre qui a peur du Covid et qui a peur de décéder. Mais tout est lié à la peur. Et aujourd'hui, l'amour, en fait, malheureusement, elle part en deçà complètement de la peur. Et un très bon exemple, c'est ce que vous avez vécu tous à Noël. C'est-à-dire qu'à Noël, on s'est dit, on invite qui à Noël? Est-ce qu'on invite papy et mamie parce qu'en fait, on va leur faire prendre un risque? Qu'est-ce qu'on fait au réveillon? J'aimerais bien qu'on soit 40, mais en fait, on va être 5 parce que on prend un risque et on va faire prendre un risque aux gens. Donc, la peur aujourd'hui, c'est vraiment le driver. Et l'idée, c'est de comment on fait pour justement vivre avec ça parce qu'on n'a pas le choix, mais aussi en sortir. Enfin, 2 autres notions importantes pour moi, c'est que certes, on ne contrôle pas les événements extérieurs. En revanche, on peut choisir de les subir ou d'agir dessus. Et enfin, on a toujours le choix. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en coaching et qui me disent « Non, mais en fait, je suis dans cette situation-là », qui me décrivent une situation horrible et qui me disent « Non, mais de toute façon, je n'ai pas le choix ».
En fait, j'essaie vraiment de leur expliquer que s'ils ont le choix, alors on travaille ensemble, hein, ça va pas se faire forcément une fois, mais on travaille ensemble pour leur dire que si, on a toujours le choix. Alors, on a des choix qui sont imparfaits, mais en fait, on a toujours le choix. Et ce qui est important de se dire, c'est qu'on est la somme de nos choix. C'est-à-dire, on peut prendre des mauvais choix ou des bons choix, faire des bons ou des mauvais choix. En tous les cas, au plus on fera des bons choix, au plus on sera ce qu'on a envie d'être, en fait. Alors, concernant la crise sanitaire, pour moi, il y a eu trois phénomènes. Elle a été révélatrice d'un mal-être profond pour certaines personnes, alors notamment professionnelles, c'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, il y a des gens qui se sont dit « mais alors j'ai plus d'eczéma alors que ça fait 3 ans que j'en ai ». En fait, il leur a suffi de 65 jours, puisque le premier confinement a duré 65 jours. Il leur a suffi de 65 jours, même des fois juste de 30 jours, pour s'apercevoir qu'en fait, ils n'avaient plus d'eczéma. Et en fait, ils ont juste là, à ce moment-là, mis des mots sur, donc des mots MOTS, sur des mots MAUX, en comprenant bien qu'en fait, c'était vraiment un problème d'inadéquation de leur poste et qu'il fallait qu'ils agissent s'ils ne voulaient pas continuer à être hyper mal. Évidemment, je ne vous parle pas de tous ceux qui se sont mis à dormir super bien parce qu'ils ne travaillaient plus, voilà. Mais il y a eu aussi des conséquences, et alors ça, c'est les conséquences professionnelles. Malheureusement, il y a eu des conséquences personnelles beaucoup plus importantes. Parce que autant il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur boulot, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas bien chez eux. Et on a vu une augmentation, par exemple, des violences conjugales. Pour vous donner une notion, 9% des femmes en couple ont subi des violences conjugales, pas dans le premier confinement. Et sur ces 9%-là, 30%, donc on va dire quasiment un tiers, c'était pour la première fois de leur vie. Vous imaginez, pour la première fois de leur vie, ces femmes ont reçu des coups pendant le confinement. Et alors, ça paraît abstrait, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça paraît abstrait, mais en tous les cas, ça peut paraître loin de votre réalité. Mais par contre, dites-vous quand même que si vous êtes un directeur d'entreprise et que vous avez 30 salariés chez vous, vous avez 3 personnes qui ont subi ça. Alors, il y a des gens qui vont me dire « ouais, mais moi, j'ai que des hommes. Alors, j'ai pas de femmes du coup, qui ont subi des coups. » Pour autant, si vous avez que des hommes, ça veut dire que vous avez 3 personnes qui ont tapé leur compagne. Voilà. Ça veut donc dire qu'en fait, le mal-être, il est partout et il est surtout et le plus gros mal-être, il est très souvent caché. Ludivine, il y a une question pertinente. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont subi des violences conjugales? Il y en a. Il y en a. Il y en a, mais beaucoup moins en fait. Parce que il y a aussi une notion de force physique, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Et que après, la question, c'est quand la femme commence à taper, est-ce que quand l'homme tape, c'est de la légitime défense ou pas? On ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas le débat. Mais effectivement, il faut vous dire que voilà, 30%, ça veut dire que, 10%, ça veut dire que si vous avez 30 personnes chez vous, il y en a 3 qui sont concernées. D'où l'importance vraiment de les aider. Le deuxième point, ça a été, on a vu que la crise sanitaire, ça a été l'accélératrice de la transformation organisationnelle. Le télétravail, alors pour certains, c'est un paradis, pour d'autres, c'est un enfer. La dématérialisation, mais aussi ce qui a été vraiment important, c'est qu'on a vu que la santé, elle était au cœur de toutes les actions et de toutes les décisions. Est-ce que je prends un risque en allant là? Est-ce que je peux… Voilà, aujourd'hui, moi, je suis à Bordeaux. Quel risque je prends en étant dans un train? Voilà. Mais aussi, quel risque je vais prendre à mes salariés? Et on a vraiment tout ce sujet-là. Moi, j'ai une toute petite équipe. Dans mon équipe, j'ai des gens qui ne sont pas vaccinés. J'ai des autres qui ne veulent pas faire de tests. Mais aussi, quel risque je prends pour mes clients? Et vraiment, la santé, c'est devenu le leitmotiv de tout le reste, en fait. Et ensuite, elle a été aussi créatrice d'opportunités. Alors, évidemment, professionnelle. On a vu des secteurs qui ont explosé. Il y a 2 jours, je parlais à la directrice de Rodier EPI, qui est une société d'équipement de protection individuelle, et qui me disait qu'elle avait fait que les 2 dernières années avaient été ses meilleures années depuis la création de sa société. Mais il y a aussi eu des opportunités professionnelles. Notamment, il y a des gens qui disent regardez, moi, j'ai travaillé pendant 1 an en télétravail, je peux très bien aller travailler à Reims plutôt que de rester à Paris où je vais payer un loyer et être dans 30 mètres carrés. Donc, en fait, vraiment, ça a été une opportunité de mobilité géographique super importante parce qu'on a prouvé par A plus B qu'on pouvait travailler sans être au bureau tous les jours. Et il y a aussi un truc qui a été vraiment fabuleux, je trouve, c'est le savoir à portée de main. Alors, aujourd'hui, vous suivez une conférence justement, alors que vous êtes sans doute… Je sais qu'on a quelqu'un qui est à Bamako, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était à Bamako. En fait, on avait tous les outils pour le faire avant ça, mais on ne le faisait pas.
Mais il y a aussi, par exemple, d'autres choses. Par exemple, vous pouvez, sur le programme, vous pouvez faire une méditation ce soir si vous n'arrivez pas à vous endormir. Il suffit de prendre votre smart mode et c'est OK. Mais il y a aussi pour les enfants. Et là, pour le coup, autant j'ai trouvé que les ados et les enfants avaient été vraiment, évidemment, avec les personnes âgées, les plus touchés par cette crise sanitaire. Parce que quand vous avez 15 ans et que vous ne pouvez pas sortir, que vous dites non, tu ne peux pas aller voir tes potes parce qu'en fait, il est quel contact, voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai un enfant de 13 ans, j'ai un garçon de 13 ans et une fille de 20 ans. C'est hyper compliqué. Pour autant, par exemple, mon fils s'est mis à faire du codage Python grâce à des tutos sur YouTube. Donc, c'est vraiment ça a été vraiment pour moi une façon de se dire, il y a des opportunités si on sait les saisir et voilà. Et d'ailleurs, il y a eu aussi évidemment des conséquences. Alors, je vais repasser, Florence, je viens passer sur le… Voilà, merci. Et là, on s'est aperçu que quelque chose, c'est qu'en fait, les compétences professionnelles, c'était très bien. Mais là, on a tous fait appel à des compétences vraiment personnelles, c'est-à-dire l'adaptabilité, l'autonomie, et pour les managers, l'empathie, parce qu'évidemment, on a eu des situations personnelles hyper compliquées à gérer. Mais aussi, il a fallu que les managers apprennent à faire confiance à leurs salariés. Et je sais que dans des sociétés, c'était déjà le cas. À l'inverse, j'ai des exemples de sociétés où les patrons étaient « mais ça va juste pas être possible ». Enfin, moi, je sais que j'ai un patron qui a fait une crise de panique quand on lui a dit « ça y est, maintenant, il va falloir passer tout le monde en télétravail et on n'a pas le choix, quoi ». Et donc, la confiance, l'empathie, c'est des choses qu'il a vraiment fallu développer à la vitesse grand V pour justement pour pouvoir avancer et faire face à cette crise. Pour conclure cette slide, j'aime bien cette phrase, c'est que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Et voilà. Et la question, c'est comment on fait pour bien se préparer, en fait? Eh bien, pour moi, il y a 4 axes. Il y a les compétences professionnelles. On l'a vu avec Florian, il l'a très bien expliqué. Il y a la santé. Et si j'ai mis la santé, c'est parce que, évidemment, pour moi, la santé, c'est au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas décider de construire un château en Espagne si, en fait, au niveau santé, vous n'arrivez pas à suivre. Il faut vraiment prendre en compte sa santé, ses capacités physiques et vraiment la préserver. Et on l'a vu, nous, dans nos pays riches, il y a 2 ans encore, c'était vraiment un critère qu'on ne prenait pas en compte. Aujourd'hui, la santé, c'est revenu au devant de la scène et le Covid a vraiment eu cette chance, cet apport en tous les cas, de nous dire, et la santé dans tout ça, comment ça se passe? La santé de mes salariés, notamment. Et quel que soit votre projet, que vous vouliez prendre un nouveau poste en interne, que vous vouliez créer votre job, que vous vouliez aller dans une nouvelle société, ou alors qu'on va le voir avec Nicolas, vous vouliez faire un changement de carrière radical, il vous faudra ces 4 choses. Et donc, les compétences professionnelles, la santé, les compétences personnelles, c'est quelque chose de très important. La confiance en soi, vous connaître bien, ça c'est très très important. Connaître vos forces, mais aussi connaître… Alors moi, je continue à utiliser le terme faiblesse, même si maintenant on dit vos axes de développement. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vos faiblesses. Donc, soyons cash. C'est quoi vos faiblesses et comment on peut vous aider à les faire passer en force et justement à ce que vous soyez en confiance pour aller faire ce que vous avez envie de faire. Et enfin, le dernier point, c'est l'audace. Et on parlera tout à l'heure de l'audace parce qu'on a l'incarnation de l'audace avec nous. Je vous expliquerai tout ça. Donc, voilà. Vous allez me dire, OK, super, mais comment on fait pour faire ça? En fait, on utilise des outils. Voilà, on utilise notamment l'Ikigai. Alors, l'Ikigai, c'est un peu le Graal. L'Ikigai, vous voyez, c'est ce qui est en vert foncé au milieu. C'est la conjonction de ce que vous aimez, de ce que vous êtes doué pour faire, de ce dont le monde a besoin et ce que vous êtes capable d'être payé pour faire. Donc, autant vous dire que le jour où vous faites ce que vous aimez dans un secteur dans lequel vous êtes doué, vous êtes bien payé pour le faire et c'est quelque chose dont le monde a besoin, vous êtes, à mon sens, accompli. Voilà. Sachant qu'on n'est pas obligé de commencer tout de suite par aller vers le milieu. On peut aller sur, par exemple, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que le monde a besoin. Ou alors, pourquoi je suis payée et pourquoi je suis douée. Voilà. Et là, par exemple, quand vous faites ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé, c'est ce qu'on appelle une profession. Et vous voyez, si vous faites à l'inverse ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, c'est une vocation. Mais l'idée, c'est d'aller faire tout ça. Et je vais vous donner 3 exemples concrets. Cécile, dont on parlera tout à l'heure,
Parce qu'en fait, l'idée, c'est comment et qui je peux aider, en fait. Ça, c'est vraiment, à mon avis, justement, l'opposé de tout ce qu'on a vécu en ce moment. C'est comment je peux aider et qui je puis aider. Et si vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a eu besoin de se poser cette question pendant le Covid. On s'est tous mis à coudre des masques. On s'est tous mis moi, j'ai créé un groupe de solidarité dans mon village. J'ai offert des vies-programmes, par exemple. Voilà. On a tous eu besoin de se dire, qu'est-ce que moi, je peux faire là maintenant dans cette situation qui était sidérante, en fait. Certains ont liquidé les bouteilles de vin dans leur cave aussi. Hein. C'est quand même une activité intéressante. Exactement. Mais là, on revient à l'addiction, tu vois. Donc, c'était... Au contraire. Ah oui, oui, mais si tu le fais tout seul, c'est quand même moins fun. T'es d'accord, Florian? On a fait des apéros en visio, c'était pas mal. Ah, pas mal. Ok, j'adhère. Donc, vos collègues, là, par exemple, un des exemples, c'est Hélène. Hélène, on en parlera. Hélène est une de mes clientes elle s'occupe en fait du management dans un EHPAD, pardon. Évidemment, vous imaginez bien qu'au moment du confinement, l'EHPAD a été vraiment la structure la plus touchée en direct avec l'horreur. Hein. Les salariés des EHPAD, ils expliquaient aux gens aux familles qu'en fait, ils ne pouvaient pas voir leurs parents parce qu'ils n'avaient pas le droit. Enfin, c'est des gens qui se sont mis dans le soin en général parce qu'ils ont une vraie empathie, une vraie humanité, et on leur demandait de faire l'inverse de tout ce qu'ils aiment faire en fait. Donc c'était hyper compliqué. Et l'EHPAD, en l'occurrence, la maison de retraite protestante, a été un de mes premiers clients. Et en fait, Hélène, on a mis en place des cours de sport. Et franchement, c'était pas gagné, hein, les cours de sport au départ, voilà. Et au bout de 6 mois, ils ont décidé de faire le 10 km de Montpellier. Et honnêtement, Hélène, qui doit être connectée, de vous à moi, c'était un peu un mélange de full Monty et du grand bain, quoi. C'était des gens qui n'avaient pas fait de sport depuis 20 ans. Il y en avait par contre des grands sportifs. Il y avait des gens âgés, des gens pas âgés. Et en fait, ils y sont allés et hop, ils se sont pris en main. Ils ont fait le 10 km. Une fois qu'ils ont fait ça, à ma grande sidération, ils se sont lancés sur un 21 km. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des gens qui disent, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aider et mes collègues, en l'occurrence. Et après, il y a aussi évidemment vos concitoyens. Alors, je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, ici, je suis à Bordeaux chez un de mes clients. C'est un centre d'appel. Ils ont décidé pendant un week-end de venir bénévolement pour prendre les dons du SIDAction. Donc, les informaticiens, les managers, les téléconseillers, ils sont tous mis sur le plateau. Ils ont pris gratuitement, bénévolement, les dons du SIDAction. Voilà, on a tous un rôle à jouer. Et l'important, c'est vraiment de trouver votre ikigai. Je vais vous donner justement, je vous parlais de Cécile tout à l'heure. Donc, je vais vous parler de justement le travail qu'on a fait avec Cécile. Cécile, en fait, c'est une membre du programme. Et en fait, Cécile, au départ, elle est pharmacienne biologiste. Ça veut dire qu'elle a fait 9 ans d'études. Et en fait, Cécile, elle a été directrice dans le laboratoire d'analyse médicale, sauf que ça ne correspondait pas à sa vie pour plein de raisons. Et notamment, ce qu'elle m'a expliqué en coaching, c'est que son job, c'était de faire de l'analyse médicale. Donc, son job s'est arrêté au moment où elle rendait la feuille d'analyse médicale. Et en fait, c'est pas comme ça qu'elle voyait sa vie, parce que elle, ce qui l'intéressait, c'était d'accompagner les gens, de leur expliquer pourquoi ils avaient un taux de cholestérol trop élevé, pourquoi le diabète, ça faisait ça, enfin voilà. Mais en fait, elle dépassait ses compétences et surtout, en plus, elle venait en concurrence quelque part avec ses prescripteurs qui étaient des médecins. Et voilà, donc elle a arrêté de travailler pendant longtemps. Et Cécile, en fait, je l'ai coachée pendant 1 an et c'est vraiment une belle personne. Et on a discuté. Et en fait, elle est devenue coach chez nous, justement, au Vie-Programme. Parce qu'en fait, son job, elle adore discuter et accompagner les gens pour aller vers plus de santé et de bien-être. Donc aujourd'hui, par exemple, elle fait des entretiens starter. Et voilà, elle a un bac +9. Et pour autant, à chaque fois, elle repart à zéro avec la personne qu'elle a en face d'elle. Et l'important, voilà, c'est vraiment de trouver sa vocation. Et oui, on a fait des études, mais si c'est pas en lien, on repart à zéro et on verra avec Nicolas, hein, vraiment. Et il y a plein de secteurs dans lesquels, en fait, par exemple, moi, mon secteur, on n'a pas de diplôme pour travailler au Vie-Programme. Soit vous êtes effectivement psychologue, coach sportif, évidemment, là, je vais vous demander votre diplôme. Mais toute l'équipe support, je vais chercher des gens qui ont des compétences vraiment personnelles et non pas des compétences professionnelles. Et c'est vraiment important parce qu'au plus, pour moi, au plus ça va évoluer, au plus les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, va être primordial. Ok.
Pour finir, Pour finir, bah moi, mon ikigai, hein, vous l'avez compris, hein, c'est d'aider les gens à. Tu vas pas gâter là, tu vas pas gâter Ludivine par ces 2 photos là. Mais oui, mais en même temps, tu as été une de mes grandes satisfactions, Florian. Voilà. Et c'était pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'ai envie d'avancer, c'est quoi ma raison d'être. Et ben, c'est justement. Voilà, donc il faut dire que grâce à Ludivine, j'ai perdu 12 kilos. Voilà, c'est quand même important. Donc on me voit avant et un petit peu après. Et les 12 kilos, je ne les ai pas repris grâce à Ludivine et à son programme. Voilà, c'est une bonne chose. On ferme le côté pub. Et du coup, voilà, donc c'est Hélène qui, avec son équipe de l'EHPAD MRP34, a pris un diplôme alors que c'était vraiment, a pris un podium, alors que c'est vrai qu'au départ, c'était pas gagné. C'est mon équipe, c'est Cécile. Voilà, tout ça, c'est ce qui, moi, me donne envie de me lever le matin. Et justement, on parlait d'audace tout à l'heure. Et je vais me permettre d'introduire Nicolas, qui est évidemment très connu, mais au-delà de ça, que peu de gens, je pense, connaissent au niveau personnel. Nicolas, en fait, dans une vie antérieure, on va dire, on a eu l'occasion de travailler ensemble, notamment sur des projets. Et en fait, on travaillait ensemble sur des projets qui faisaient en général sur une semaine. Donc, on mangeait ensemble à midi avec son équipe. Et en fait, quand on était à table, Nicolas parlait beaucoup politique. J'ai peur de ce que tu vas dire. Non, mais tu verras, tu diras. Et Nicolas parlait beaucoup politique, en fait, à table. Et pour moi, la politique, quand on est 2, c'est un débat. Mais quand on est 4-5, pour moi, c'est une arène et ça ne m'intéresse plus. Donc, du coup, je les écoutais parler politique et je me mettais en retrait. Et j'avais l'impression d'être, en fait, un peu comme devant un match de foot. Vous savez, les hommes qui sont devant… D'ailleurs, j'étais la seule fille. Et en train de manger des chips et de boire de la bière et dire aux joueurs sur le terrain, vas-y, tire en haut à droite, qu'est-ce que t'attends, voilà. Et pour moi, c'était un peu ça. Sauf qu'en fait, quand Nicolas m'a dit, en fait, je me présente, je vais être député, je me suis dit, ah ouais, il va mettre une paire de crampons, il va mettre un maillot et il va aller sur le terrain avec des gens qui ont 20 ans d'expérience sur le sujet. Et pour moi, c'est vraiment ça l'audace. L'audace, c'est de tout lâcher. Et encore, pour aller plus loin, Nicolas, je lui dis, comme évidemment, vous comprenez, mon job, c'est d'aider les gens et de les protéger quelque part. J'ai dit à Nico, mais écoute, tu fais comment là pour ta boîte? Parce que je l'ai vu monter cette boîte, pierre après pierre. Et je me suis dit, mais il est fou, quoi. Ok, allez, on va passer la parole à Nicolas, parce que tu bavardes, je trouve. Excusez-moi. Vas-y, Nicolas, continue la suite du coup. Nicolas. Bon, c'est toujours un peu gênant d'avoir des témoignages que je viens d'avoir là qui sont assez touchants. Écoutez, moi, je suis très heureux d'être avec vous. Ce format, je le trouve extrêmement intéressant. Je suis ravi d'être avec Florian et Ludivine. Ce que j'aimerais échanger avec vous de manière très transparente, c'est pas du tout tout ce que j'ai fait pendant 5 ans, parce que ça n'intéresse que peu de monde, mais peut-être comment je suis arrivé effectivement à devenir député, et avec 2 idées, essayer de casser ce que j'appelle l'autocensure. Moi, c'est un concept qui me dérange et sur lequel j'essaye de me battre tous les jours. Et ensuite, le deuxième thème que j'aimerais aborder avec vous, il est en parallèle avec ce que vient de dire Ludivine, et forcément, il a un caractère encore plus prégnant puisqu'on est en période de crise, c'est les opportunités, effectivement, ce sentiment d'audace qu'il faut libérer. Sur l'autocensure, Florian parlait au début de bien se connaître, de se fixer soi-même des objectifs et de ne pas forcément écouter son entourage. Moi, c'est vrai que je n'ai pas fait de grandes études, mais c'est vrai que j'ai suivi un peu j'aurais pu suivre ce déterminisme social sur lequel je me bats, parce qu'on a fait des pressions familiales. J'ai été orienté pour faire un bac C, je ne voulais pas. On m'a poussé à essayer de faire de grandes études, bac plus 5, sub de co, avec l'idée qu'à partir du moment où j'aurai ce fameux bac plus 5, je choisirai mon métier et je serai tranquille. Bon, j'ai refusé de rentrer là-dedans. Ça n'a pas été simple, effectivement, puisque j'avais 22 ans. Donc, j'ai lâché mes études et j'ai monté mon entreprise. Et je me souviens toujours des retours que j'avais à l'époque en disant qu'effectivement, je faisais une énorme bêtise et que j'allais le regretter. Ça, c'est des moments essentiels dans la vie. On peut les avoir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter son entourage. Je crois qu'il faut surtout s'écouter soi-même et se connaître. Et ces moments décisifs, il faut effectivement avoir de l'audace et il faut
il faut passer ses peurs. Ludivine, tu en parlais, et ça me paraît moins essentiel. On ne prend pas de risque, en fait, à oser. On ne prend aucun risque. Le risque qu'on prend, c'est de ne pas oser. Et donc, j'ai monté cette petite entreprise, comme tu dis. J'ai démarré petit, avec très peu de réseau, très peu d'argent. Je faisais au début des cartes de visite. Voilà, ça a été ça pendant 5 ans. Et donc, ma petite boîte, je l'appelle ma petite boîte parce qu'on n'a pas... Donc, un spécialiste de la communication, quand même. Voilà. Et donc j'ai évolué au fur et à mesure. À la fin, bien sûr, je faisais plus trop de cartes de visite. J'étais plus sur des applications, sur des smartphones et des iPads. Donc, il faut s'écouter. Et ma deuxième vie, en l'occurrence, en tant que citoyen, tu l'as très bien dit, Ludivine, j'ai toujours été concerné parce que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être concerné par la politique. Parce qu'on la vit au quotidien. Et c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité de me présenter parce que j'avais entendu pour qui enfin me parlait. Hop là, j'ai eu un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Super. On t'entend bien. On t'entend, Nicolas. Ouais, c'est bon, pardon, ouais, parce Oui, que oui. mon ordinateur m'a mis une petite alerte. Oui, je disais donc que voilà, j'avais ça sous le pied en fait. Moi, j'ai toujours été effectivement très, très bavard dans les débats politiques, que ce soit dans l'entourage familial, que ce soit avec mes amis, parce que je pense que c'est très bien de s'indigner. Il faut s'indigner. Et j'avais qu'une envie, c'est mêler l'indignation à l'action. Parce qu'au bout d'un moment, on a beau lancer des petites phrases ici et là, on se dit, ben voilà, j'aimerais te confronter à la politique et voir ce que je peux faire. Et donc l'opportunité, grâce à En Marche, très clairement, m'a permis de me présenter alors que je n'avais pas de réseau, alors que je n'avais aucune expérience politique, alors que je n'avais aucun copain ou ami dans la politique. Et donc j'ai déposé ma candidature et j'ai donc été investi, puis j'ai gagné donc les élections en 2017. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, que j'ai eu cette chance de ne pas m'auto-censurer. Et je crois que ça, c'est un sujet qu'il va falloir travailler dans les mois et dans les années à venir. Je crois que notre démocratie a besoin de respiration. Elle a besoin d'une démocratie qui se renouvelle sans arrêt. Alors, il faut avancer sur des sujets, sur les règles démocratiques. Moi, je suis contre les cumuls des mandats, parce qu'en supprimant le cumul des mandats, on va créer cette respiration. Je suis vraiment partisan pour que ceux qui n'ont pas envie d'y aller, y aillent en définitive. Et on a, nous, cette responsabilité et ce devoir d'aller les chercher. Et j'ai même envie de dire, ceux qui ont trop envie d'y aller, j'ai presque envie de les contraindre à ne pas y aller, parce qu'on y va souvent pour des mauvaises raisons. Moi, je me suis déclaré parce que j'ai été poussé par ce qu'on appelle des militants en me disant « Nicolas, vas-y, c'est pas venu de ma propre personne, et d'y aller pour des mauvaises raisons, c'est toujours une mauvaise chose. » Donc, il faut cette respiration. Moi, je lutte, et j'espère avoir un peu œuvré pendant ces 5 ans, pour ouvrir cette démocratie qui a beaucoup de composantes, mais l'Assemblée nationale en est quand même le symbole le plus fort, pour que l'Assemblée nationale représente au mieux notre nation. Aujourd'hui, voilà, il y a eu des efforts faits au niveau de la parité, au niveau des parcours divers, effectivement, il y a plus d'anciens chefs d'entreprise, mais ça ne va pas assez loin. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul ouvrier. Est-ce que ça représente la France? Non. Il y a beaucoup de fonctionnaires, j'imagine. Il y a encore beaucoup trop de fonctionnaires. Et j'ai rien contre eux, mais ce n'est pas la France. Il y a aussi, c'est un autre sujet un peu plus politique, ce qu'on appelle la proportionnelle. Est-ce que le vote des citoyens est vraiment représenté à l'Assemblée nationale? On a la réponse. Non. Effectivement, non. Donc cette enceinte, elle est pour moi essentielle, l'Assemblée nationale, et elle doit vraiment représenter beaucoup plus le vote et la vie de tous les citoyens. Donc vraiment, luttons contre l'autocensure, et cette autocensure, elle est beaucoup plus prégnante au niveau des femmes, très clairement. Moi, donc tu encourages tout le monde à se présenter aux élections. Mais oui, parce qu'il faut... C'est bien de râler, c'est bien de s'indigner, mais on a l'opportunité, on est dans un pays démocratique où on peut s'investir et on peut avoir une action politique. Je voudrais ensuite simplement parler de l'approche que j'ai de la politique, et vous l'avez compris, je ne considère pas que, de mon point de vue, qu'il faut en faire une profession. Pour moi, un mandat politique, c'est plus l'équivalent, j'aime pas trop ce mot, mais d'une mission.
d'un honneur qui nous est fait de pouvoir travailler pour notre pays pendant 5 ans, 10 ans, en tout cas de travailler pour l'intérêt général. Voilà, c'est une fierté. Tu parlais de sentiment d'empathie, on se sent utile. Et se sentir utile, c'est travailler pour l'intérêt général. Et d'autant plus que moi, au lieu de travailler sur mes sujets techniques, ce qui était au départ ma première approche quand j'ai été élu, en me disant, tiens, je vais être à l'aise, je ne connais pas trop l'Assemblée nationale, je vais travailler sur le numérique, je vais travailler sur les TPE. Ben, finalement, j'ai travaillé sur un sujet que je ne connaissais pas du tout, mais qui me touchait en tant que citoyen, c'était les personnes les plus vulnérables. Et je me suis retrouvé dans une situation qui était, je trouve, extrêmement intéressante parce que je suis parti d'une feuille blanche. Et je crois que les politiques doivent avoir ça en tête. Nous sommes à la fois des porte-paroles, mais nous sommes surtout des personnes qui devons aller sur le terrain, écouter les acteurs, ceux qui mettent les mains dans le cambouis, pour travailler sur l'intérêt général. Et je pense que les succès que j'ai eus, en toute humilité, parce que j'ai eu deux rapports importants que m'ont confié le gouvernement sur notamment la prévention des expulsions locatives. Ils ne m'ont pas choisi parce que j'étais un expert, parce que je ne connaissais clairement rien au sujet, mais ils m'ont choisi parce que j'avais un esprit extrêmement pragmatique, ouvert, et surtout que je partais vraiment d'une feuille blanche et que j'étais au-dessus des clivages. Moi, mon engagement politique, il est là-dessus. Il est combattre le dogmatisme et combattre les postures qui font qu'on doit penser quelque chose parce qu'on vient d'un courant politique. Et ça, je pense que c'est un combat qui démarre et qu'il faut continuer à pousser. Et je finirai peut-être par là. On m'a toujours demandé lors de mon mandat, et on continue de me le demander, mais est-ce que tu es de droite et de gauche ? À croire qu'on a besoin de situer quelqu'un pour comprendre l'action qui va mener. Moi, je suis de droite et de gauche. Moi, j'aime les bonnes idées de droite et j'aime les bonnes idées de gauche. Et je considère qu'on ne peut pas travailler sur le long terme. Et s'il faut demain réparer et transformer notre crise démocratique, il faut vraiment arrêter de travailler, de rester enfermé dans ce dogmatisme. Je finirai par un exemple. Lors des débats, très souvent, on parle de sujets variés et souvent, on parle de fraude. Et il y a un réflexe incroyable dans notre environnement politique. Vous verrez toujours la personne qui est de droite parler de fraude fiscale. C'est un réflexe. Et puis celui de gauche va... pardon, l'inverse. Ça y est, vous voyez, justement. Donc la personne de gauche va parler des fraudes fiscales et la personne de droite va parler de la fraude sociale. C'est l'exemple parfait du dogmatisme et de l'enfermement qu'on peut mettre en politique. Les fraudes, il n'y a pas de... On doit lutter contre les deux fraudes. On doit travailler sur l'intérêt général. Voilà, je finirai là-dessus. Tu veux dire deux mots peut-être sur la bagagerie solidaire ? Oui, alors ça, c'est un petit cas concret. Merci, Florian. Tu vois, je parle et j'ai oublié ce petit exemple. On est là sur une initiative que j'ai donc menée sur Montpellier, sur les sans-domicile, à force, parce que j'ai échangé avec eux et parce que je n'ai pas écouté que les sphères parisiennes. J'ai senti le besoin essentiel pour les personnes à la rue parce que le chemin est très long pour se réinsérer. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de bagagerie pour eux. Une bagagerie, c'est simplement l'endroit où on peut sécuriser son sac à dos, où on peut dormir un peu plus tranquille, c'est-à-dire sécuriser sa pièce d'identité. Pour nous, ça nous paraît naturel, mais pour eux, c'est essentiel. Et donc, j'ai mené à bien des discussions avec des associations, et on a créé 2 bagageries, donc une avec la Croix-Rouge et une avec le Secours catholique sur Montpellier, 80 casiers qui aujourd'hui sont utilisés par beaucoup de personnes sans domicile, avec des résultats très intéressants, puisque certains ont trouvé un emploi parce qu'ils ont pu mettre de côté à la fois leurs biens, leurs habits, mais surtout psychologiques. Ils ont pu mettre de côté ça un instant, aller à un entretien d'embauche. Florian, tu connais très bien ça, et se libérer et trouver un emploi. Et ces initiatives, je les ai mis en place très rapidement avec des acteurs privés. Pourquoi ? Parce que j'ai senti des freins politiques où un député de la majorité était quelqu'un qui pouvait un peu déranger. Et donc, j'ai senti que j'allais perdre un petit peu de temps. Donc, j'ai pris un réflexe de chef d'entreprise. Je suis allé droit au but et puis je suis allé chercher des financements. Et puis, ça s'est passé, ça s'est fait très rapidement. Mais ça, c'est une action menée par un député qui peut être menée par
tout citoyen. Et on l'a vu pendant la crise, ça a été un révélateur. Il s'est passé des choses extraordinaires. Vous voyez à droite une photo donc, où il y a eu une action de maraude et de collecte. On a vu des choses qui paraissaient impossibles avant la crise et qui se sont passées pendant cette crise, des rapprochements entre des associations. Moi, j'ai vu le Secours populaire travailler avec le Secours catholique. J'ai vu des associations travailler ensemble alors qu'elles étaient un tout petit peu en concurrence. Il faut dire les choses très clairement. Et j'ai vu un gouvernement agir très rapidement et avoir des actions rapides. Voilà, donc ces barrières-là, gardons-les en tête. Pendant la crise, elles ont été légèrement effacées. Il faut s'appuyer dessus et continuer à saisir ces opportunités et avoir de l'audace. Merci Nicolas, parce que ça montre bien le côté citoyen de la démarche de chacun. Tu es allé jusqu'au bout du fait de donner du sens à sa vie, et concrètement, tu as pu le réaliser. On verra tout à l'heure. Et après ces 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera intéressant. 2 mots sur peut-être nos 3 entités professionnelles. Moi, donc, j'ai créé, comme je disais tout à l'heure, le Florian Mensuel Institut, FMI en abrégé, c'est facile à s'en souvenir, créé en 1976, avec donc des activités de conseil en recrutement, d'outplacement, de coaching, d'audit RH, on fait des conférences, voilà. Et puis on aide les gens à rebondir d'un point de vue professionnel, par du conseil, par de l'accompagnement, par du coaching en fait. Voilà, une vingtaine de consultants en France, des partenaires à l'étranger, en Espagne, en Afrique du Nord et en Italie. Bon, voilà, rapidement, je ne m'étends pas là-dessus. De toute façon, l'ensemble des participants à ce webinaire recevront le PowerPoint avec toutes les informations. 2 mots sur l'activité de Ludivine. Alors, donc moi, j'ai créé un programme de coaching bien-être et santé avec un médecin, qui est le docteur Yann Rougier et une psychologue qui est Fleur Schneider. Et ça, c'était d'abord un programme digital. On a créé un programme digital valable 3 ans avec plein de sujets. Et en fait, pendant la crise, justement, on s'est aperçu que c'était plus suffisant. Et donc, on a développé un réseau d'experts avec nous, dont des psychologues, des diététiciennes, des ostéopathes, des coachs sportifs, justement parce que là, maintenant, on apporte un service personnel. Je vais vous le faire. Hop, voilà. On apporte un service vraiment personnalisé grâce à des séances avec ces experts-là. Donc, d'un côté, on va dire que j'ai un programme digital, et au-dessus du programme digital, j'ai un programme personnalisé en fonction des objectifs de chacun pour les aider à aller mieux et avancer dans leur vie de façon sereine. Moi, j'ai eu des activités de méditation et d'hypnose grâce à tes collaboratrices, Ludivine. C'est vrai. C'est très bien. Et c'est ce qui prouve qu'il marche d'ailleurs. Ça a marché non pas parce que tu faisais qu'une démarche de minceur, mais d'une démarche globale. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions peut-être avec Nicolas? Avec Nicolas, demain alors, donc au bout de 5 ans d'engagement professionnel, entre guillemets, dans la politique, est-ce que tu vas encore oser et créer une rupture avec ton itinéraire professionnel? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Alors demain, j'ai annoncé il y a quelque temps que je n'allais donc pas me représenter. J'ai eu un mandat exaltant, passionnant, intense. Je m'étais fixé des objectifs pendant ce mandat, en toute franchise et avec peut-être un peu de prétention. Je pense avoir atteint, au-delà de mes espérances, tous ces challenges. C'est très surprenant, Nicolas, parce que moi, la critique que je fais aux hommes politiques, c'est qu'une fois élu, l'homme politique ne pense qu'à se faire réélire. Et il perd de sa spontanéité et de son activité. Et toi, là, tu vois le premier exemple que je vois d'un politique se disant, moi, je ne vais pas me représenter. C'est incroyable. Alors que ton mandat s'est bien déroulé et tu choisis de ne pas se dérouler. Alors, qu'est-ce que tu vas faire demain? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ceux qui me connaissent bien, qui ont compris pourquoi je m'étais engagé en politique, et j'ai essayé de l'exprimer un petit peu, n'ont pas été étonnés par ma décision. Effectivement, dans le paysage politique classique, ça peut être une décision qui peut être étonnante. Qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais te le dire très franchement, je ne sais pas aujourd'hui. Je suis encore député jusqu'en juin. J'ai encore beaucoup de travail, même si on est en période électorale. J'estime que je dois aller au bout de ce mandat. J'ai encore des sujets
à poursuivre, notamment sur les suites de mon rapport de la prévention des expulsions. Parce que très souvent en politique, on s'arrête à une mission, on s'arrête à des recommandations, mais on ne fait pas le service après-vente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que mes recommandations sont suivies, par exemple, par les services de la préfecture? Parce que le réel, c'est essentiel dans la politique. C'est bien de dénoncer des idées, dénoncer des combats, mais moi, ce qui m'importe, c'est l'utilité et vraiment m'assurer que ce que j'ai fait fonctionne sur le terrain. Voilà, donc jusqu'à juin, j'ai ça. Sur la suite, je vais me relancer, je vais bien sûr ne pas rester inactif. J'ai répondu aux journalistes parce que ils voulaient une réponse, que j'allais certainement recréer une entreprise. À ce stade, oui, vu mon parcours, je pense que c'est ce que je ferai. Je le ferai certainement pas dans la communication parce que j'aime bien tourner les pages. Tu veux faire du conseil auprès des hommes politiques, hein? Non, mais non. Je crois que bien sûr, je m'intéresserai toujours à la politique, mais en tant que citoyen, j'ai pas du tout l'intention de rentrer et de travailler pour un mouvement ou pour des politiques. Et c'est vrai que j'ai pas envie à ce stade de rentrer dans une autre sphère publique. Voilà. Bon, après, on peut changer d'avis et c'est pas très grave. Je connais, si tu veux, on parlait de. Je crois que quelqu'un mettait un commentaire sur le chat en disant il faut se connaître et faire ce qu'on est, aspirer vraiment, se connaître, c'est faire ce qu'on est capable et puis être fier. Enfin, moi, je crois beaucoup en ça. Il faut pas se renier. Et là, si tu veux repartir pour 5 ans, je pense que je serais parti pour des mauvaises raisons. Et je crois que c'est vraiment une leçon que j'ai tirée, que ce soit en entreprise ou en politique. Ne pas être trop sensible à l'entourage, aux encouragements, parce que des fois on a beaucoup de compliments, mais surtout s'écouter et se connaître. Et moi, j'ai la certitude que je ne serais pas capable, je le dis très clairement, de refaire un mandat aussi intense, avec autant d'énergie et autant d'envie. Et ce mandat est tellement exceptionnel que je considère qu'il ne faut pas galvauder, que c'est un honneur d'être député, et qu'il est hors de question pour moi. J'ai fait une mauvaise manip. Ah mince. J'ai fait une mauvaise manip, j'ai supprimé Nicolas. Si Noémie peut réinviter Nicolas, ça serait sympa. On va peut-être meubler en attendant de savoir si vous avez des questions. Voilà, questions, réactions, témoignages. Moi, j'ai vu passer tout à l'heure une question intéressante. Vaut-il mieux réussir sa vie ou réussir dans la vie? Qu'est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Est-ce qu'il vaut mieux réussir sa vie ou dans la vie? Alors, Nicolas aussi va répondre à cette question-là. Pour moi, évidemment, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, déjà, pour commencer. Mais si on doit choisir, c'est évidemment réussir sa vie. Ouais. Mais on peut réussir dans la vie et réussir sa vie. Et il y a des gens qui le font très bien et on a des modèles pour ça. Donc, il faut justement se donner les moyens de le faire en se connaissant bien, en travaillant et en prenant du recul. Ok. Nicolas, réussir sa vie ou réussir dans la vie? Là, forcément, j'ai une pensée pour Bernard Tapie, puisque c'était effectivement son... Ouais, oui, réussir sa vie, bien évidemment, ouais. Mais moi, je crois qu'on va réussir sa vie si au départ, on s'est fixé des objectifs, si on a tout fait pour les réussir et qu'on peut mesurer les résultats. Et là, effectivement, il y aura bien le sentiment, la satisfaction de j'ai voulu faire ça et j'ai réussi en fait. Hein. C'est pas d'un point de vue, c'est pas les honneurs, c'est pas la reconnaissance, c'est pas l'argent qui vont authentifier une réussite. Mais d'après moi, c'est bien l'équilibre entre les objectifs et les résultats. Un dernier point avant de se quitter, ou un mot de conclusion, Ludivine ou Nicolas? Alors, peut-être un dernier point pour compléter ce que tu disais. En fait, on a dans les drivers par rapport à réussir sa vie ou réussir dans la vie. Réussir dans la vie, le driver, ça va être l'ego. Et réussir sa vie, le driver, ça va être la conscience. Ça va être qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, si déjà on arrive à enlever l'ego dans nos prises de choix, c'est vraiment, on a de bonnes chances de réussir sa vie, à mon sens. C'est vrai. Mais moi, je ne jette pas la pierre sur l'ego, en fait. Parce que pour moi, l'ego peut être très moteur.
quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même va tout faire pour réussir, entre guillemets, en fait, hein, au moins ses objectifs. Et en ce sens-là, moi, je trouve que avoir un bel ego, c'est pas une chose inintéressante. Alors, peut-être que je parle pour moi, en fait, hein, mais j'avoue que pour moi, l'ego doit être moteur. S'il annihile son objectivité, c'est embêtant, en fait. Hein. Nicolas, ouais, je te rejoins, Florian, parce que l'ego, ça a toujours une dimension très oui, péjorative, mais c'est aussi le moyen justement d'éviter de l'autocensure. J'en parlais tout à l'heure. oui, L'ego, c'est quoi? C'est ce moteur qui permet d'avoir confiance, en fait. bien sûr. Donc, sûr. je crois qu'il faut, alors se connaître, c'est essentiel, mais ensuite se fixer, comme tu dis, des objectifs. C'est se libérer et avoir une certaine confiance en soi. Donc, je crois qu'il ne faut pas que ce soit, faut pas les opposer complètement. Voilà. L'ego doit être un moyen pour effectivement, voilà. Après, il ne faut pas confondre l'intérêt qu'on porte à un objectif. Enfin, l'ego peut être au service de l'intérêt général. C'est ça. Pour moi, ça, c'est pas ton ego, c'est ta raison d'être, tu vois. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, oui, oui. Ouais, il faut en avoir un peu parce que sinon on s'enferme et on n'ose pas. Et là, on parlait d'audace. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions sur les 4 minutes qui nous restent? Est-ce qu'on peut vous aider sur quelque chose? Bon, sinon, ce que je peux faire, c'est vous proposer de vous inscrire à nos prochains webinars, puisque donc le 17 mars, je vais animer un webinar sur le management, sur son style de management. Vous savez que j'ai écrit un livre sur le management épiphyte, un livre sur le management sur Napoléon, et puis le dernier livre qui vient juste de sortir, le management selon Jésus. Et donc, j'aimerais bien vous faire partager ces 3 expériences et vous aider à découvrir votre propre style de management. Et le 14 avril, donc, nous aurons un webinar axé recrutement avec Augustin Valero sur où se cachent les bons candidats. Et là, on va essayer de découvrir les secrets des chasseurs de tête. Voilà. Donc, Noémie va envoyer le PowerPoint dès cet après-midi à tous les participants. Donc, vous pourrez le revoir en replay, hein, bien sûr, et le PowerPoint et le webinar. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Un grand merci à Ludivine et un grand merci à Nicolas. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Merci, très bonne journée. Allez, à bientôt. Bye bye.